tout à l'heure, tous les cerveaux s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'emploi essentiellement et probablement très peu de capacité de s'investir dans de la recherche, mais aussi au niveau des mécanismes institutionnels, des lois, etc. Donc, alors peut-être que je me trompe, mais ce sera à nos intervenants libanais essentiellement de dire s'il y a déjà des domaines dans lesquels un début peut-être de collaboration se met en œuvre. Les questions que j'aimerais aussi leur poser, je les pose à tous et puis après chacun répondra, c'est de savoir s'il y a peut-être des secteurs en particulier qui peuvent être porteurs d'espoir ou en tout cas être des domaines pionniers pour la mise en œuvre de projets d'innovation. Et j'ai envie de dire aussi, est-ce que, avant même de parler d'innovation, est-ce qu'on ne doit pas déjà commencer à parler de collaboration pour comment initier la collaboration? Il y a beaucoup de questions qui se posent en fait. Tant c'est un terrain vierge en la matière, je pense que ce qui est important, c'est Madame Cognot, donc, qui est intervenue tout à l'heure, peut-être qu'elle nous explique en quoi. Parce que la banque d'investissement française est le fruit d'une longue expérience, et donc peut-être pourquoi avoir choisi ce mécanisme, cette structure institutionnelle, et en quoi elle nous conseillerait, qu'est-ce qu'elle nous conseillerait de faire au Liban, une banque, des mécanismes, d'autres types de mécanismes. Monsieur Chakben Nassar, qui est professeur à l'université libanaise, va plus spécifiquement parler de la propriété intellectuelle, des questions qui se posent en termes juridiques. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a une structure légale qui permet cette collaboration potentielle entre différents acteurs, où il y a aussi un chantier législatif? Et quelles sont les questions qui se posent en matière juridique et de propriété intellectuelle pour mettre en œuvre une collaboration entre différents acteurs? Samir Nasser, qui est membre de la zone économique spéciale de Tripoli, je lui pose la question, mais il nous dira ce qu'ils font déjà, ce que fait déjà Tripoli, et en quoi potentiellement Tripoli, enfin cette zone économique, pourrait abriter éventuellement un projet de collaboration entre entreprises, universités. Tripoli est déjà soutenu par l'État. Enfin, potentiellement, est-ce que vous pourriez être un pionnier en la matière? Madame Salam Yamout, qui est directrice Moyen-Orient de la Internet Society, elle va nous expliquer de quoi il s'agit, mais qui était longtemps aussi au bureau du Premier ministre pour les questions de nouvelles technologies de la communication. Peut-être que Salam pourra nous dresser un état des lieux de ce qui existe déjà dans l'un des secteurs où on pense qu'il y a le plus de collaboration et en tout cas d'initiatives publiques dans le domaine des startups technologiques. Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors je vous laisse successivement. Qui a envie de commencer? Je suis démocratique. Madame Cognot. Alors, sur l'innovation collaborative, en fait, je vais juste préciser que, comme je l'ai dit au début de ma présentation tout à l'heure, c'est relativement récent qu'on finance l'innovation sous forme collaborative. Avant, donc, on finançait des projets présentés par les entreprises qui étaient menés par l'entreprise individuellement. Mais c'est pas pour ça qu'on n'encourageait pas l'entreprise à se rapprocher des centres de recherche, par exemple. Mais en fait, la différence, vous l'avez compris, M. Glazieri l'a présenté au début en introduction, la différence entre collaboration et sous-traitance. En fait, quand on parle de collaboration, on parle vraiment de partenaires. Et donc, il s'agit de monter des consortiums, ça veut dire des regroupements d'entreprises ou d'entités qui vont collaborer ensemble et non pas se sous-traiter des travaux. Quand on sous-traite des travaux, quand une entreprise a un projet et qu'elle sous-traite des travaux,
elle commande ses travaux de sous-traitance et ensuite, quand on les lui livre, elle en acquiert la propriété parce qu'elle les paye. Dans un projet d'innovation collaborative, on réunit des partenaires qui ont des objectifs communs, mais qui ont des compétences différentes et qui vont travailler ensemble dans un partenariat au sein d'une collaboration qu'il s'agira d'organiser. D'où l'importance des contrats à rédiger, à conclure, à rédiger et à signer. Et ça, je pense que mon voisin va en parler, pour l'organisation des droits. Mais vous avez compris que, en fait, la collaboration est intéressante parce qu'elle réunit des gens qui vont vouloir travailler en commun, mais qui ont des compétences particulières et spécifiques et complémentaires au projet. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et c'est ce qu'il faut promouvoir et c'est ce que nous finançons. Par ailleurs, de toute façon, l'innovation collaborative, elle est de fait quasi obligatoire maintenant parce qu'on est dans un monde globalisé, les relations sont mondiales et il est nécessaire de recourir aux compétences des autres pour avancer et progresser. Donc le financement... Oui, dans quelle mesure, en fait, une structure de financement soutenue par l'État va favoriser la création de ces partenariats? En quoi c'est un élément clé? Alors, donc, nous, en tant que banque publique, on a différents instruments qui favorisent les partenariats avant même de financer les projets collaboratifs. On a une aide qui s'appelle l'APT, l'aide au partenariat technologique, et qui sert aux entreprises à rechercher des partenaires, à voir dans quelle mesure elles pourraient participer ou candidater à des appels à projets de la Commission européenne, par exemple. Et ça, on a des outils qui permettent d'accompagner les entreprises françaises pour postuler au grand financement de l'Union européenne, par exemple. Alors, moi, je pense que si vous me posez la question par rapport au Liban, je ne me permettrai pas de vous donner des conseils parce que je ne connais pas encore très bien votre écosystème et puis les problématiques qui se posent. Mais si j'ai bien compris, il y a très peu de financement national qui est dédié au financement des projets d'innovation. Alors, si vous avez le projet de créer peut-être un premier pôle ou cluster ou un premier pôle de compétitivité à Tripoli, il faudrait peut-être s'inspirer plutôt de l'exemple qu'a donné le professeur Michel Averrousse au niveau du pôle chimie. Il a indiqué qu'il y avait une fondation qui avait été créée et qui permettait ainsi de réunir des financements qui émanaient des entreprises privées. Il a cité Total, Areva, etc. Et donc, en fait, ce qui est important dans la constitution d'un pôle, c'est à la fois de réunir les compétences techniques, scientifiques, toute l'énergie des forces humaines, des ressources humaines, mais il faut effectivement réunir des financements. Donc on peut peut-être imaginer qu'au niveau local ou territorial du pôle, il soit constitué une petite unité de financement qui soit dédiée au financement des projets que va mener le pôle, et ne pas réclamer au gouvernement libanais une politique d'intervention et de financement de l'innovation sur tout le territoire, pour tous les projets, etc. Je pense que s'il y a une expérimentation d'un pôle, il faut prévoir une instance de financement qui soit dédiée au projet des pôles. Mais il y a une instance de financement, effectivement, il faut bien trouver l'origine. Donc l'origine des financements, elle peut être privée, et puis peut-être il peut y avoir aussi quand même une participation publique dans la collectivité
la commune, ou la région, ou le port. Donc il peut y avoir une participation parce que tous les projets qui vont être issus de ce pôle, ils vont contribuer à l'essor et au dynamisme économique du pôle et de la région qui l'accueille. Donc il est normal que toutes les parties prenantes contribuent financièrement. Et il faut aussi penser absolument à ce qu'il y ait une équipe d'animation qui anime le pôle en question, qui n'est pas forcément une équipe de scientifiques, mais qui anime les acteurs, va chercher les inventions dans les labos, les présente aux grands comptes ou aux grandes entreprises qui font partie du pôle, réunit les PME pour les inciter à participer au projet, etc. Il faut de l'animation, c'est indispensable. Donc cette animation, elle peut être aussi payée, si j'ose dire, par la structure de financement qui sera créée sur le pôle en question. Juste une dernière question en termes de financement. Il faut qu'il y ait un intérêt pour le bailleur à financer quelque chose. Donc soit ce sont des grandes entreprises, et on en a relativement peu au Liban, mais qui ont un intérêt direct à financer de tels projets, soit c'est la collectivité et donc l'État où on n'a pas beaucoup de collectivités intra-étatiques qui ont de l'argent pour l'instant. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le privé, c'est sûr. Et l'intérêt... Dans quelle mesure le privé intervient sans avoir un intérêt direct? L'intérêt, il est direct parce que quand on participe à des projets collaboratifs, ça dépend à quelle distance on est vis-à-vis de la sortie des résultats du projet et du marché. Bon, évidemment, plus on est haut dans la chaîne de développement de la recherche, plus on est loin de la sortie des produits. Et si on a des projets un peu plus concrets, qui relèvent plus du développement expérimental, on est assez proche du marché, donc dans un délai normalement de 3 ans, on peut sortir des produits. Donc les produits qui sortent génèrent quand on les met sur le marché, génèrent des revenus, et génèrent du chiffre d'affaires. Et c'est toute la question, effectivement, qui va être traitée, je pense, par mon voisin, c'est de prévoir dans les contrats de collaboration la répartition des droits en termes d'exploitation des résultats du projet, et donc de rémunération de la propriété intellectuelle qui aura été prise, ou de rémunération, tout simplement par le chiffre d'affaires, des redevances, de licences ou de l'export, etc. Donc, a priori, les entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes ou grandes, elles ont tout intérêt, parce qu'elles n'ont pas les ressources en interne chez elles pour accomplir les projets qu'elles souhaitent. Elles ont intérêt de collaborer avec d'autres partenaires. Et en général, ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont vocation à exploiter des résultats, et pas les centres de recherche qui tirent la plus grande part des revenus issus des chiffres d'affaires générés par la commercialisation des innovations. En passant la parole à monsieur, pour le cadre juridique. Bonjour, je suis Charles Belmassar, je suis avocat spécialiste en droit de propriété intellectuelle et je suis enseignant à l'Université libanaise aussi. En fait, je vais aborder la question de la propriété intellectuelle et sa relation avec le sujet de l'innovation collaborative. La propriété intellectuelle, en fait, n'est pas une seule branche de droit comme on peut le penser. C'est une discipline dans laquelle il y a plusieurs branches et des sous-branches. Elle est divisée essentiellement en 2 grandes catégories. La propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Dans la propriété littéraire et artistique, on a essentiellement le droit d'auteur,
avec d'autres branches comme les droits voisins et les dessins et modèles industriels. Et dans la propriété industrielle, on a essentiellement le droit des brevets et aussi on a le droit des marques, des signes distinctifs, etc. Comment la propriété intellectuelle est-elle concernée par la collaboration ou bien par l'innovation collaborative? En fait, ce n'est pas une question qui est traitée directement par la propriété intellectuelle, plutôt c'est une question qui est traitée indirectement suivant le régime juridique de la titularité des droits. Et quand je dis la titularité des droits, c'est-à-dire la propriété des droits, qui est propriétaire en fait des droits d'auteur, ou bien qui est propriétaire de droits sur l'invention, ou bien sur le brevet d'invention. En droit d'auteur, en fait, on a plusieurs articles qui traitent cette question, que ce soit au niveau de du travail collectif, et c'est ce qu'on appelle une œuvre collective, que ce soit au niveau de l'œuvre de collaboration ou bien au niveau de l'œuvre salariale. C'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs créateurs, disons, qui ont fait ou bien créé une seule création. Donc ici, il y a plusieurs intervenants, plusieurs créateurs qui ont participé à la création de l'œuvre de l'esprit ou bien qui ont participé à la création de l'invention, si on parle de l'invention. Est-ce que la propriété va être divisée entre les créateurs ou bien il y a un régime juridique qui va transférer cette propriété à un tiers? Ici, il y a en fait une différence entre l'œuvre de collaboration et l'œuvre collective. Parce que dans l'œuvre collective, là où il y a un investisseur qui prend l'initiative pour le travail, qui finance le travail, qui dirige le travail, qui contrôle le travail, qui supervise le travail. Dans ce cas-là, la propriété en fait de la création va se transférer automatiquement à cet investisseur, qui n'est pas lui-même un créateur au niveau intellectuel. C'est plutôt un investisseur. Il n'a pas participé au niveau intellectuel à la création. Mais dans une œuvre de collaboration, il n'y a pas un investisseur qui a supervisé le tout, qui a financé, qui a contrôlé le travail. Ce sont les créateurs au niveau intellectuel, c'est-à-dire les auteurs de l'œuvre, qui s'entraident ensemble pour faire la création. Et dans ce type d'œuvre de l'esprit, il n'y a pas une seule personne qui va être propriétaire de la création, ce sont tous les auteurs qui vont être co-auteurs, copropriétaires de l'œuvre. Au niveau de l'invention salariale, en fait, les choses, au niveau de l'invention, ou bien des brevets d'invention, les choses sont un peu différentes. Parce que quand on dit invention, on parle d'une création plutôt technique, et non pas une création littéraire ou bien artistique. C'est une création technique, là où il y a une invention technique. Aussi, le droit de brevet traite cette question d'une façon sur deux niveaux, si vous voulez. Le premier niveau, c'est au niveau de la copropriété, lorsqu'il y a plusieurs chercheurs qui ont participé à la création de cette invention. Ils sont considérés comme des copropriétaires de l'invention, donc ils ont le droit aussi de demander de faire une application de brevet d'invention. Et aussi au niveau de l'invention salariale, lorsqu'il y a une invention qui est créée par un salarié, ici c'est une sorte aussi d'une collaboration, mais il y a quand même une certaine subordination entre l'employeur et son salarié. Il y a cette relation de subordination, il y a un contrat de travail. Et donc, il y a un système juridique tout à fait spécial pour cette question. Dans certains cas, la propriété de l'invention, et plutôt du brevet, sera transférée aussi à l'employeur. Donc, le salarié, dans certains cas, sous certaines conditions, ne peut pas profiter du fruit de son travail parce qu'il est dans un régime salarial. Il y a un contrat de travail entre l'inventeur qui est salarié et l'employeur qui a demandé l'invention. Et donc voilà, de cette façon, on peut dire que le travail collaboratif est traité d'une façon ou d'une autre par le droit de la propriété intellectuelle. Reste que toutes les questions ne sont pas traitées parce que les dispositions juridiques en fait ne sont pas suffisantes et les opérations qui
qui peuvent être effectuées entre les sociétés et les chercheurs sont beaucoup plus diversifiées que les dispositions juridiques. Pour cela, on peut avoir recours à la technique contractuelle pour vraiment aborder toutes les questions qui peuvent être posées à ce niveau-là. Et ici, quand je dis technique contractuelle, c'est-à-dire au contrat entre une société qui a une certaine difficulté technique et qui donc fait appel à un chercheur ou bien à un inventeur pour trouver une solution bien déterminée à cette difficulté technique. Ici, il peut y avoir des intérêts contradictoires entre le chercheur ou bien le collaborateur ou bien le partenaire, si vous voulez, qui a trouvé cette solution technique et d'autre part la société qui a commandé ce travail intellectuel. Donc la société a toujours cet intérêt d'approprier l'invention ou bien l'innovation en tant que telle, et le chercheur, parfois aussi, il y a cet intérêt d'être considéré comme au moins, si pas comme un propriétaire unique, au moins comme copropriétaire de cette invention. Ici, il peut y avoir des intérêts contradictoires entre les deux. Donc la technique contractuelle est la technique la plus convenable pour résoudre tous ces conflits d'intérêts qui peuvent exister. Comme par exemple, on peut transférer la propriété à la société qui a commandé le travail contre une certaine prime plus ou moins importante qui pourra être donnée à l'inventeur ou bien à l'innovateur. Voilà, donc, à votre connaissance, en termes pratiques, est-ce que des contrats de ce type ont déjà été mis en œuvre au Liban? Est-ce que vous avez des exemples de secteurs de 1 et de 2? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de brevets qui sont créés au Liban? Est-ce qu'il y a déjà des secteurs dans lesquels il y a de l'innovation et sur lesquels on peut bâtir? En fait, la branche de la propriété industrielle, le travail qui concerne les inventions, qui sont des inventions techniques, n'est pas très élaboré au Liban. Ce qui est plus élaboré, c'est la question de la propriété littéraire et artistique, tout ce qui est relatif aux créations littéraires ou bien artistiques, et en plus aussi le droit des marques, la registration des marques et des signes distinctifs. Alors que les inventions au Liban ne sont pas vraiment nombreuses. Et ceci, je pense, c'est une question liée au développement économique dans le pays. Autant que le pays est développé économiquement, autant qu'on a des inventions qui seront enregistrées et les savoir-faire qui seront élaborés. Donc il y a une certaine réticence à ce niveau, c'est pas très grave. Par contre, en France, la question est tout à fait différente. Il y a beaucoup des contrats et des accords qui sont faits entre les différents partenaires, les sociétés, des sociétés qui commandent le travail, les sociétés intermédiaires qui jouent le rôle d'intermédiaire entre la société qui commande et entre l'inventeur ou bien entre le partenaire qui va participer à la création de la solution technique et entre ce partenaire. Donc il y a plusieurs parties qui sont en cause et les contrats doivent prendre en considération les intérêts de tous, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau de la propriété des droits patrimoniaux ou bien des droits aussi parfois moraux. Comme par exemple la question du logiciel. Lorsqu'il y a une élaboration ou bien une création d'un logiciel original, ce logiciel normalement est protégé par le droit d'auteur et non pas par le droit des brevets, contrairement à ce qu'on peut le penser. Donc le logiciel, il est vrai que ce n'est pas une création tout à fait ou bien purement littéraire, c'est une création qui est abordée par le droit de la propriété littéraire et non pas par le droit de brevet, mais qui a une dimension plus ou moins technique. Donc c'est un sujet dans lequel on peut trouver vraiment une collaboration entre plusieurs partenaires, une société qui a besoin vraiment d'un logiciel nouveau ou bien original, adapté à ses besoins, mais qui n'a pas vraiment des ressources humaines ou bien financières pour le faire, peut faire appel à des intervenants extérieurs ou bien à des partenaires extérieurs. Ces partenaires participent à la création, si vous voulez, d'un nouveau ou bien d'un logiciel original qui répond aux besoins de la société. Et ici, il y a la question de la titularité du logiciel qui est en cause,
la question des droits, comment on peut les exploiter, qui a droit à quoi, etc. Susciter le besoin auprès des entreprises d'invention. Qu'est-ce que vous faites à Tripoli pour attirer les entreprises? Je vais tout d'abord expliquer ce qu'est la zone économique et éventuellement après voir comment l'innovation collaborative peut avoir un rôle, peut trouver une place dans ce que nous on va proposer. La zone économique spéciale a été créée par une loi en 2008. En 2009, on a mis des clés d'implémentation. Et le conseil d'administration a été nominé en 2015. C'est-à-dire que ça fait au moins 2 ans qu'on a commencé à travailler. L'idée de la création de la zone est surtout pour développer Tripoli et le Nord, qui sont aujourd'hui au Liban les régions les plus défavorisées. On cherche surtout à attirer des investissements et à créer des opportunités de travail pour les gens de la région. C'est surtout ça l'objectif de la zone. C'est un objectif développemental. Alors, la loi est une loi qui nous permet un certain nombre de choses. C'est une loi très généreuse et qui va beaucoup aider les investisseurs et en particulier les entrepreneurs éventuellement. Il y a une totale exonération de taxes, pas de droit de douane, pas de droit d'assises, pas de TVA. Il y a beaucoup de facilités pour obtenir des licences et des permis pour établir une entreprise, une société au sein de la zone économique. On a une infrastructure qui va être développée et proposée aux potentiels locataires dans la zone. On va avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Non, c'est bien de préciser. C'est le point le plus important des entrepreneurs aujourd'hui. Il y a aussi l'Internet. L'Internet de Tripoli se trouve au point d'entrée du câble qui relie l'Inde à l'Europe occidentale. En général, dans les pays où il y a ce point d'entrée, il y a toute une infrastructure qui se développe autour pour un écosystème ici. Un écosystème qui se crée autour de ça. On va essayer de profiter de ce point d'ancrage-là pour encourager les technologies de la connaissance aussi. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans qu'on a commencé. En général, ce genre de projet prend 5 ans avant de pouvoir démarrer. L'avancement du projet est plus que satisfaisant pour l'instant et on espère que d'ici 2020, on sera opérationnel et on pourra proposer à des entreprises de venir s'installer chez nous. En ce qui concerne les technopoles, on est en train de travailler sur une zone à Tripoli où on pourrait encourager toutes les entreprises qui travaillent dans la connaissance, dans l'informatique, etc., pour profiter, comme je vous ai dit, du câble Internet à très haut débit et de créer sous cette infrastructure un peu comme celle qui avait été citée tout à l'heure à Montpellier, où on va avoir des centres de recherche, des centres d'éducation, des centres
des centres poules, des incubateurs. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, on n'est pas capable de financer ça. Donc, la façon dont on envisage les choses, c'est à travers un partenariat un peu public-privé pour profiter de toutes les infrastructures et de toutes les facilités que la loi nous propose. Vous avez déjà senti un appétit, un intérêt des universités, des entreprises pour cet aspect spécifiquement lié à l'innovation, plutôt que simplement de profiter des franchises de taxes qui peuvent avantager tout type d'entreprise, pas forcément celles qui innovent? C'est une très bonne question en fait. Pour l'instant, on n'est pas très proactif dans une démarche commerciale, de prospection. Par contre, on est en train de recevoir beaucoup de gens qui sont en train de nous contacter pour nous dire qu'ils sont intéressés et qu'ils sont prêts à s'installer dans les 6 mois. On a rencontré des startups qui nous disent qu'ils ne sont pas du tout intéressés par toutes les facilités qu'on offre, que s'ils avaient accès au câble Internet, ils s'installeraient demain à Tripoli. Et on peut obtenir aujourd'hui 10 signatures d'engagement pour des startups qui viendraient s'installer à Tripoli. Donc, effectivement, on a fait le calcul la semaine passée, on a de quoi remplir 1,5 fois l'espace que le gouvernement nous a donné. Donc c'est plus tellement une question de demande que d'offre, à vous de structurer l'offre pour qu'elle soit la plus avantageuse possible, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Pour l'instant, c'est juste des intentions. Concrètement, on n'a rien de vraiment signé, mais effectivement, il semble qu'il y ait beaucoup de demandes et il ne reste plus que maintenant, c'est juste à nous de se positionner par rapport à cette demande. Salam Yamour, donc concernant les nouvelles technologies, c'est peut-être le secteur où il y a le plus de demandes, le plus de potentiel de développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Merci, Céline. Moi, je veux commencer un peu par une petite leçon d'histoire. En 2007, il n'y avait rien au Liban. Il y avait Veritech et Kafala. Et MIT Enterprise Forum, Business Plan Competition, je crois. Et aujourd'hui, 10 ans après, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un écosystème au Liban. D'ailleurs, même dans le MIT Business Plan Competition, qui est une compétition pan-arabe, on voit qu'il y a 3 pays qui sont coup sur coup, qui font la compétition. Les entrepreneurs viennent de l'Égypte, de la Jordanie et du Liban. Donc c'est encore serré, hein? C'est très serré la compétition entre ces 3 pays. Donc il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de jeunes qui viennent du Liban et c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il y a maintenant un écosystème au Liban? C'est parce que les gens ont commencé à parler en 2007, en 2010. Ils ont commencé à se parler, à faire la collaboration. Les VC, il y en avait 2 peut-être qui ont commencé. Il y en a un qui a ouvert, qui a commencé à parler aux entraîneurs. L'écosystème s'est formé parce que les gens ont commencé à se parler et parce que le gouvernement, après éventuellement, arrivant en 2015, la BDL a mis 400 millions de dollars pour accès des finances et le bureau du Premier ministre a créé un nouveau instrument de financement qui s'appelle ISME, qu'on a donné à Kafala, et qui est de donner de l'argent grant pour les idées, concept idea. C'est le concept des vouchers, quand vous avez une idée avant de faire l'incorporation de la compagnie. 15 000 dollars par demande. Et puis aussi de faire un $1 on $1 match. Chaque dollar qui est investi par les fonds, il y a $1 qui peut être investi par Kafala, l'argent de la Banque mondiale que le Liban a pris
subvenir à ça. Donc, on a arrangé l'accès des finances, on a arrangé la communication. Le bureau du Premier ministre était un peu comme un catalyseur parce que les gens venaient se parler. C'était pas la cafétéria, mais bon, c'était le grand sérail, un peu au début. Et après, il y a eu d'autres lieux de rencontre, le UK Tech Hub, encore Veritech, etc. Et on voit que l'écosystème s'est développé. Qu'est-ce qui manque encore et quel est le rôle du gouvernement? Parce que je vais commencer par là. Ce qui manque encore, c'est deux choses. D'abord, c'est la base, c'est le Doing Business Environment. On est en train de travailler là-dessus, mais comme ça prend beaucoup de temps au Liban pour la législation de se préparer. Donc, on n'arrive pas à donner l'électricité, les télécommunications, les trucs de base, parce que le coût du business est très élevé au Liban à cause de ces choses-là. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et ce qui manque aussi, et c'est là où vous pouvez aussi faire quelque chose en tant qu'université, c'est le link entre ce écosystème qui maintenant est devenu assez vibrant, assez fonctionnel, et les universités. Et là, il n'y a vraiment pas de collaboration, ni même de communication, je dirais. Et c'est pour ça qu'avec Hassan et d'autres, il y a 2 ans, 3 ans, on a commencé à réfléchir comment faire pour amener les universités dans ce jeu-là. Hein, parce que finalement, les ICT, c'est un secteur qui est très bien, ça marche très bien, les startups, la moitié des startups font des applications, c'est très bien, mais où est l'innovation? Et pour moi, en long terme, si you cannot sustain, ce n'est pas soutenable parce que les grandes compagnies, même Google, Facebook, Skype, etc., elles sont sorties des universités. Hein, elles sont toutes sorties des universités. Et comme Sybille a dit très bien, comme le secteur privé au Liban est assez petit et les petites entreprises, il y en a, c'est 90% des entreprises, il y en a très peu qui sont des grandes entreprises, il n'y a pas beaucoup d'argent du secteur privé. Donc il faut réfléchir ensemble. Et la solution pour moi n'a jamais été toujours législation. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Par exemple, je fais partie beaucoup plus des gens qui commencent à discuter. On commence à faire quelque chose, après on fait la législation. Parce que quand on fait la législation, quand on n'a pas de point d'appui pratique ou scientifique sur quoi se baser, on est en train de vraiment faire n'importe quoi. Et des fois, on est en train de faire n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on peut avoir un exemple justement d'un cas où l'université ou la collaboration avec une université pourrait apporter quelque chose à cet écosystème? Oui, alors je vais donner un cas, pas seulement dans le ICT, parce que dans le ICT, par exemple, il y a un nouveau algorithme ou une nouvelle méthode de faire de l'encryption ou de la recherche. Tu sais, dans la sécurité, dans la sécurité de l'Internet, et on doit inventer quelque chose. Et ça doit sortir, par exemple, de l'université dans le secteur de l'ICT. Hein, que ça ne suffit pas. Ou bien la façon d'engraver sur le board, si on est en train de faire des petits hardware. Donc, il faut trouver de nouvelles méthodes de computation methods, et on trouve ça à l'université. Un autre secteur qui n'est pas tapé au Liban, qui est très très porteur, c'est la recherche dans le domaine de la médecine. On croit qu'il y a du potentiel, on croit, parce qu'on regarde le nombre de références scientifiques, de journaux et de publications. On croit qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, mais comme vous savez, la recherche médicale, ça prend beaucoup de temps. Et par exemple, là, ce n'est pas du tout connecté ni aux boîtes des médicaments, ni aux autres hôpitaux, hein? Mais on croit qu'il y a du potentiel, mais c'est un îlot comme ça que personne ne sait qu'est-ce qui se passe vraiment là. Donc si on peut ouvrir ces tuyaux et les connecter au secteur privé, à de nouveaux marchés, à des investissements, je crois que là, il y a quelque chose de très important pour le Liban. Merci beaucoup. Je pense plutôt donner la parole à la salle si vous avez des questions. Une question
question, c'est plutôt une remarque. Dans mon exposé, j'ai bien montré les formations qui accompagnaient le projet. J'ai oublié de citer des formations qui, à mon avis, en particulier dans le cas de Tripoli, doivent être fondamentales, c'est la formation technicien supérieur. Ce que vous venez de dire sur la médecine est vrai. Enfin, nous, on a des profs qui ont été formés ici, qui sont maintenant à Montpellier. Mais si vous manque cette, je ne dis pas qu'il manque, mais en tout cas, il faut qu'il existe cette formation intermédiaire, si vous voulez, entre les bacs professionnels et les thèses, etc., c'est-à-dire les techniciens supérieurs sortis des classes de BTS ou des IUT, ce sont des éléments essentiels parce que dès que les chercheurs font une entreprise, évidemment, c'est à ce niveau-là qu'ils commencent à recruter dans les nouvelles technologies, on recrute à des niveaux assez importants. Et donc, je n'ai pas cité, par exemple, chez nous, il y a un département chimie, il y a un département matériaux, il y a un département électronique, il y a un département courant fort, courant faible, des départements biologie, au niveau technicien supérieur. Et donc, ça vous fait un bassin de recrutement de collaborateurs, en général de très bon niveau, et qui souvent, d'ailleurs, créent leur propre petite entreprise. Ça, c'est culturel. Ça, je crois que c'est un peu culturel au Liban parce que, on parle, les BT, BTS, les gens qui sortent de ces formations professionnelles ne parlent pas aux gens universitaires. Il y a comme un divide culturel, social au Liban. Et donc, c'est intéressant ce que vous venez de dire, mais je ne sais pas comment l'utiliser. La collaboration aussi entre l'université, pas seulement entre l'université, les entreprises. Monsieur aussi. Vous avez parlé de points d'appui, de l'absence de points d'appui. Et on a parlé aussi de l'argent. En fait, l'argent ne crée pas de la collaboration. Ça crée des rapports mercantiles. Je ne dis pas commerciaux, le commerce c'est quelque chose de noble aussi. Et il faut alors créer des partenariats, puis trouver un financement. Sinon, ça devient une affaire bureaucratique qui crée des rapports artificiels. Et là, c'est un problème culturel fondamental, l'absence de coopération entre les universités, et il faut le stimuler. Sinon, ça devient un slogan qui est à la mode d'innovation, de coopération, et sans excellence pratique. Et on a besoin de donner des exemples pratiques de collaboration, d'innovation par la collaboration. C'est un aspect culturel fondamental. C'est un problème mondial que beaucoup d'argent fait de la bureaucratie, une recherche bureaucratique, mais ça ne fait pas réellement de l'innovation. Vous avez raison, mais je vais vous faire part d'une collaboration que j'espère va marcher. C'est celle Hassan Raziri a travaillé dessus. Il y a 2 ans, on a amené Espoir, on a amené des gens pour leur dire, écoutez, comment on va faire pour lier ce écosystème aux universités. Et l'idée, c'était de faire un National Technology Transfer Office, parce que les universités au Liban sont trop petites, elles ne peuvent pas se permettre de faire ce truc. Donc, ils ont commencé à travailler ensemble pendant 2 ans. Hassan était avec eux, et maintenant, j'espère que ça va aboutir. Et ils vont annoncer leur collaboration mercredi prochain, le 23. Ok, donc, j'espère que ça va être le début de... Parce que ça s'agit du CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique, qui est le chef d'orchestre ou le catalyseur des universités, à les faire venir et faire ensemble un centre de transfert de technologie pour tout le Liban. C'est bien, c'est très bien. Si ça marche. Ça marche. BPI France donc, est issu de Oseo. Et Oseo était issu de la fusion de Envar et de l'UPME. Et l'Envar, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche, a été créée initialement pour
valoriser de la recherche. En fait, la recherche, c'est-à-dire en fait, ce qu'on appelle maintenant faire du transfert de technologie. Et moi-même, j'ai été embauchée à l'Anvar à l'époque, c'était pour faire de la valorisation de la recherche. En fait, c'était pour, l'agence avait des mandats des différents organismes de recherche, CNRS, INRA, universités, etc. Et on allait dans les labos où on était l'interlocuteur des cellules de valorisation dans chaque organisme qui nous disaient voilà, il y a telle invention qui vient de sortir, il faut voir si c'est valorisable, si ça vaut le coup, etc. De prendre un brevet et de prospecter ensuite. Et donc je faisais partie de ces comités d'évaluation de la valorisation. Et ensuite, quand la décision était positive, donc il y avait un service qui prenait le brevet, par exemple, et puis on allait taper à la porte des entreprises françaises, voire même étrangères, pour leur dire est-ce que vous êtes intéressés par ce résultat-là de recherche, mais qu'il faut maturer, c'est-à-dire faire avancer, transformer une invention de recherche issue de la paillasse des labos et la transformer en innovation. Et ça, on avait besoin de trouver des industriels qui étaient intéressés, qui se disaient oui, ça correspond bien à ce que je veux faire, comment je veux faire évoluer mon entreprise, etc. Et on concluait des contrats de collaboration entre l'entreprise et nous, l'Anvar, parce qu'on avait le mandat des organismes de recherche, pour faire maturer, pour faire avancer l'invention sur le chemin de l'innovation. Et pendant ce temps, donc, on donnait une option sur licence à l'industriel, et à l'issue de la collaboration, qui pouvait durer 6 mois ou 1 an, donc il y avait des travaux qui étaient faits, qui étaient financés par l'industriel. Et ensuite, il disait, oui, ça m'intéresse, je le prends en licence, où je vais prendre désormais toutes les extensions internationales du brevet, parce que c'est moi qui vais exploiter. Donc, un centre de valorisation de la recherche, de transfert de technologie, c'est extrêmement important. Et surtout si, en plus, il a vocation à essayer de valoriser un peu toutes les inventions qui sortent de tous les labos. Alors, je fais encore une dernière mention d'une expérience sur ce sujet. Ensuite, à l'Anvar, on nous a retiré la valorisation de la recherche, on l'a remise dans les universités et les organismes de recherche. Mais finalement, ça n'a pas très bien marché parce que ces gens sont plutôt des chercheurs, des enseignants, et ils n'ont pas toutes les compétences pour connaître le marché au niveau commercial de leur propre secteur. Et ils n'ont pas des ingénieurs en propriété industrielle, ils n'ont pas des juristes pour négocier les contrats. Donc finalement, la valorisation de la recherche, ça a vivoté pendant un certain nombre d'années. Et puis, donc, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui a été lancé, on a créé des sociétés qui maintenant s'appellent les SAT, les sociétés d'accélération du transfert de technologie, qui sont 12 en France. Pardon ? Voilà, c'est ça, qui sont 12 et qui ont pour mission un peu la même mission que ce que je viens de décrire qu'avait l'Anvar, c'est d'être en contact permanent avec les laboratoires de recherche, d'évaluer les inventions, de les faire maturer au sein des SAT, les faire avancer et ensuite de les proposer aux entreprises. Ça s'appelle les SAT. Et nous, chez BPI France, on travaille avec les SAT et on présente aux SAT les entreprises, les PME qu'on finance, on les connaît pour les projets d'innovation. Donc on présente aux PME françaises des inventions qui peuvent devenir des innovations et qui sont maturées par les SAT, Société d'accélération du transfert de technologie. Donc c'est extrêmement important de créer un organisme ou en tout cas une animation de ce transfert de technologie entre les universités et les entreprises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la maturation, le délai
de transformation d'une invention de recherche en une innovation qui va pouvoir être vendue. Et il est variable en fonction du secteur et de l'innovation, bien sûr, mais il est long. Il faut être patient quand on fait du transfert de technologie. C'est ça le problème. C'est ça un des problèmes. Juste une question de profane. Quelles sont les universités libanaises ou quels sont les domaines dans lesquels il y a de la recherche qui potentiellement, dans quel secteur, je citais la médecine, mais quel secteur potentiellement pourrait être, même à long terme, porteur d'innovation? Je n'ai aucune idée en la matière. Il y a quelqu'un qui veut répondre. Bonjour, je m'appelle Julard Taïd Ismail. Je suis doctorante sur le sujet en France et j'enseigne dans les universités au Liban. J'ai une expérience professionnelle à l'AEF qui m'a permis d'aller dans ce sujet-là. D'après mon travail, je sais qu'il y a à peu près une cinquantaine d'universités au Liban reconnues par l'État et il y a seulement 6 à 8 qui font de la recherche. Donc voilà, la recherche, je fais des laboratoires de recherche, donc je veux dire, je me permets d'avancer ce nombre-là. Et donc la recherche est cloisonnée dans ce pays. La fonction utilitariste de la recherche est un petit peu ambiguë, disons, pour qu'on lui trouve des investissements et que les universités ou bien les structures de recherche rentrent directement dans ce jeu de start-up et de ces structures-là. Ceci ne veut pas dire que le paysage est pessimiste, au contraire. Il est ouvert à tous les scénarios possibles et c'est ça où il y a une grande opportunité à mon avis parce que voilà, réfléchir moi à mon sens il faut aussi voir ce qui se passe dans le monde parce que certes le modèle français essaye d'accélérer aussi, de dynamiser la recherche dans le pays, si je ne me trompe pas, de suivre un modèle allemand, un modèle américain qui s'affiche et se veut une référence mondiale, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Oui, je reviendrai sur quelques thèmes, par exemple, les supérieurs, par exemple, les aspects culturels ici au Liban, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais bon, peut-être un peu, ça fait depuis que notre université a été créée, d'ailleurs je me réjouis de voir que ce type de discours est là, que le rapport entre la recherche et l'enseignement, le rapport entre les techniciens supérieurs et les universitaires. Bon, je pense qu'il y a, je dirais, un vocabulaire français et un vocabulaire libanais. Déjà en 1996, à l'époque, pour la petite histoire, mais pour la connaître, le président Hariri, dans le cadre de la reconstruction du Liban, il voulait créer un pôle de formation de techniciens supérieurs. Mais est-ce qu'il fallait appeler ça technicien supérieur? Bien, est-ce qu'il fallait adopter le système des IUT en France, par exemple, les instituts universitaires de technologie? Donc la question a été tranchée en faveur des IUT. À l'époque, en 1992, la première recherche a été faite entre deux personnes. Michel Alpha-Raffier et François Fillon, qui à l'époque était ministre de l'enseignement, ministre de la recherche, ministre de l'enseignement en France. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait à l'époque. Il se fait que le système libanais, mis en place en 1996, était en avance par rapport à ce qui allait se faire, par exemple dans le cadre du processus de Bologne, dans le cadre des ECTS, etc. Et là, le Liban était en effet en avance et on a payé ça. On a payé ça jusqu'en 2003 très cher. Parce que nous, on délivrait par exemple des diplômes universitaires de technologie. En France, ils étaient reconnus comme des bacs +2, alors qu'en réalité, c'était des bacs +3. Donc voilà, en gros. Alors là, je reviens à la question de la recherche telle qu'elle est appliquée chez nous. Dans le système déjà, je crois que c'est le décret
au Liban, c'est le décret 8866 ou quelque chose comme ça. La recherche dans les IUT est intégrée dans l'enseignement, la petite recherche, la micro-recherche. Elle est intégrée dans la formation. Déjà, les étudiants doivent faire des périodes de stage durant leurs études et leur projet de fin d'études, c'est un projet de recherche appliquée. Donc, je pense qu'on va avoir l'occasion d'entendre Ahmed Rafa nous parler de cela cet après-midi. Même là, je peux juste intervenir pendant 2 minutes, si possible. Oui, mais en réalité, maintenant, c'est vrai, je dis que le pari, c'est d'intégrer la recherche dans l'enseignement. Bon, là aussi, il ne faut pas non plus, il ne faut pas mythifier la recherche. Ça demande des outils de recherche, ça demande beaucoup de laboratoires, par exemple en sciences, des laboratoires qui peuvent être très coûteux, mais déjà, une consultation à la bibliothèque, c'est quelque part de la recherche. Donc il faut relativiser tout en étant très ambitieux. En réalité, c'est très difficile, par exemple, de faire un cours pour un enseignant, de le mettre à jour sans faire un peu de recherche. C'est quasiment... Mais en même temps, il y a des recherches qui coûtent très cher. Par exemple, dans le domaine des matériaux, dans le domaine de tout ce qui est... tout ce qui concerne ce qu'on appelle les sciences dures. Évidemment, en biologie, c'est un domaine vierge. Alors l'autre problème qu'il faut savoir, c'est que, je rappelle, que le ministère de l'Enseignement supérieur ne travaille pas depuis 3 ans. Ça, quand même, il faut le rappeler. Il y a un aspect, littéralement, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais le ministère de l'Enseignement supérieur ne travaille pas chez nous. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et cela pour des raisons politiques. Et ça, je peux vous dire que c'est un handicap très grave pour nous. Après tout, le système libanais, comme vous le savez, vous avez besoin de décrets pour tout ce que vous voulez faire, quasiment pour tout ce qu'il faut. Il faut un décret. Or, on est tombé dans une période où on a eu un blocage du Conseil des ministres. Bon, il y a eu 10 mois pour constituer le gouvernement, et puis ensuite, on a eu 2 ans et demi de blocage, et actuellement, je ne sais pas si on est sorti du blocage. Ça, c'est une réalité. C'est une lune de miel. Oui, mais est-ce que, alors espérons qu'elle soit profitable. Voilà, donc il y a tous ces aspects aussi qui comptent. C'est-à-dire que l'université est elle-même soumise à des contraintes de diverses formes. Voilà. C'est une dernière intervention dans la salle et on peut Bonjour, juste 2 phrases, parce que moi j'interviens après. Nous, en tant qu'université, surtout depuis la création de la faculté de génie, ça fait depuis 3 ans, on s'intéresse à tout ce qui est en relation avec la société, avec les développements locaux. Donc on est toujours en contact avec les entreprises qui travaillent localement, même au niveau libanais. C'est pour faire progresser les produits qu'ils ont, pour évoluer, pour innover. Et là, juste, je cite un petit exemple. Au Liban, il y a un problème d'électricité de coupure. Et là, nous avons travaillé pendant 3 ans sur ce qu'on appelle les microgrids et les smart grids. C'est faire travailler ensemble d'une façon intelligente toutes les énergies qu'on a, les énergies renouvelables, l'EDL, et avec tout ce qui est moteur et alternateur. Donc voilà, là c'est un petit problème. Et après, l'après-midi, je citerai aussi d'autres exemples. Merci. C'est quelle université? C'est l'UNF. Je suis le doyen de la faculté de génie de l'UNF. D'accord. Final word, elle nous demande. En conclusion, moi je crois que le jeu n'est pas passé pour le Liban. Peut-être le jeu est passé pour le Liban dans d'autres secteurs. Mais dans le secteur de l'innovation, de la collaboration, du start-up, moi je crois qu'on est encore dans le jeu. Et c'est en travaillant tous ensemble qu'on trouvera les solutions qui sont les meilleures pour le Liban. Bon, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que vous avez un goût extraordinaire, c'est la qualité de vos
gens et de vos étudiants. Mais ça dépend aussi, Moi, parce que les mêmes gens... Hein, j'ai eu trois étudiants. Ils viennent chez vous, ils restent pas là. J'ai eu 3 étudiants libanais, dont 2 sont revenus au Liban. Un qui était absolument, c'était un génie, clairement. Après sa thèse chez moi, il a fait 1 an au MIT, ensuite 1 an à l'université Concordia, et maintenant il est à l'université américaine au Liban. J'en ai un autre qui est à l'université libanaise et qui a fait sa thèse chez moi aussi en physique. Et le 3e, je l'ai gardé parce qu'il est directeur de recherche au CNRS. Ça veut dire que sur 3, il y en a 2 qui sont revenus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vois bien que les efforts que vous faites pour organiser finalement le développement et l'innovation. Mais, par exemple, comme je dis, on a une chaire totale chez nous, une chaire chez Capsule. Ça veut dire qu'on a des chercheurs de chez nous qui ont fait leur thèse, qui sont allés dans cette entreprise et qui ont gardé les contacts avec les labos. Ce qui veut dire par conséquent que, certes, il faut l'organiser, mais s'il n'y a pas cette interpénétration presque naturelle entre les gens des universités et les gens des entreprises, ça va être très difficile d'organiser. Il faut qu'il y ait un substrat, que cette collaboration se fasse par le biais. Les 3 étudiants qui sont venus chez moi doivent aussi aller dans des entreprises. Et donc on a des relations maintenant entre le Liban et Montpellier, parce qu'on a des tas d'étudiants qui ont fait le transfert d'un côté ou de l'autre. Et donc ça, c'est peut-être la première chose. Je ne sais pas si c'est une idée, mais essayez de mettre des bourses pour que les étudiants aillent travailler dans des entreprises. Vous aurez le retour parce qu'ils auront le contact et ils maintiendront les liaisons. Le transfert de technologie, le transfert de savoir-faire, effectivement, ce n'est pas uniquement une question d'équipement ou de cession de droits de brevet, etc. Ça se réalise par le transfert en matière de ressources humaines. Hein. C'est vrai, c'est une idée vraiment à poursuivre, ce qu'a émis le professeur Averrousse. Et au revoir professeur. Et nous avons en France une bourse qui est complètement dédiée à ça, c'est-à-dire c'est des étudiants qui vont financer leur thèse via une collaboration dans une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est intéressée par la recherche que mène l'étudiant. Et l'étudiant donc reste en contact avec son labo, donc sa thèse avance, sa recherche est encadrée par le personnel du laboratoire, mais sa thèse est quand même financée par l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc ça, c'est des idées de transfert, effectivement, de savoir-faire, transfert de techno et de liens à mettre en place entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Et ça peut être aussi une des activités et des missions de l'Office de transfert de techno que vous envisagez de mettre en place. C'est ce qu'on appelle les intermédiaires entre le chercheur et entre la société ou bien l'entreprise qui commande la recherche. Merci beaucoup. Un grand merci à tout le panel, à Sybille Ritt cette table ronde. Je vous invite maintenant à aller au 2e étage pour le déjeuner. Et on reprendra à peu près dans 50 minutes, 1 heure.